virtuel mondial de GICEF. Et cette session est organisée par la ville de Dakar, par l'intermédiaire du Fonds de développement et de solidarité municipale et de la cohésion d'entreprise de la ville, en collaboration avec le réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire. Donc, Maïmouna, je te passe la parole pour nous en dire un peu plus sur ce qui nous attend aujourd'hui pendant cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Bonjour à tous. Sur les 5 continents, je crois qu'on n'est pas encore très nombreux, mais je pense que ça va venir petit à petit. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de modérer cette session. Effectivement, dans le cadre du Forum virtuel mondial GCF20, avec donc la ville de Dakar, le FODEM et le CPEM. En partenariat bien sûr avec le RACTES, qui a pour thème quelle stratégie locale d'inclusion financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et le titre de la séance particulièrement, c'est quelle stratégie locale d'inclusion sociale et financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Donc nous avons comme objectif et description de la séance, de présenter d'abord les stratégies locales d'inclusion et financière pour le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes comme un levier efficace au service de la réduction des inégalités, de l'inclusion sociale et d'un développement durable. Deuxième objectif, échanger sur les initiatives et les responsabilités que peuvent jouer chaque partie prenante, à savoir gouvernement national et local, partenaires au développement et financier, organisation de l'économie sociale et solidaire pour accompagner le financement et la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Enfin, troisième objectif de cette séance, dégager des pistes qui pourraient permettre aux collectivités territoriales de mieux contribuer au financement et à la formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Donc, je suis Maïmouna Isabellien, secrétaire exécutive de la plateforme des acteurs non étatiques, président de la commission spéciale du plan, des études générales et de la synthèse du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, et j'ai l'honneur de modérer cette session. Nous aurons comme intervenant d'abord Madame Aminata Diop Samb, qui est la directrice du Fonds de développement municipal de Dakar. Ensuite, Madame Patricia Dodaro, qui est la représentante au Sénégal de l'IPSIA, une ONG italienne, Sunugal, qui est socio-économiste et expert en développement et qui nous parlera du programme PAESIM. Ensuite, nous aurons comme communication Monsieur Mourad Diaye, secrétaire général de la ville de Dakar, qui parlera, président de la CPEM, la couveuse d'entreprise de Dakar. Et ensuite, Madame Seydamou Amika, conseillère en relations internationales de la ville de Montréal, qui nous parlera aussi des expériences notamment de partenariat entre la ville de Montréal et la ville de Dakar. Et Madame Denise Fatouma Tandour, qui est l'administrateur général de la Fondation. Et en fonction même des présentations qui seront faites, quel défi et quelle perspective la finance solidaire peut appuyer cette thématique. Je vais passer la parole d'abord à Madame Aminata Diop Samb pour nous parler de l'expérience du Fonds de développement municipal de Dakar. Donc, Madame Diop Samb, je pense que vous avez la parole. Je pense que vous pouvez partager votre écran pour la présentation, si c'est ce qui peut être fait au niveau technique. Madame Diop, je vous donne la parole. Je vous remercie, Madame Maïmouna Isabellien, modératrice de cette présente session. Je salue la présence de l'ensemble des participants à ce panel. Je remercie également le GCF de nous avoir conviés à cette importante manifestation. Je suis Madame Samb Aminata Diop. Je suis la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale, en abrégé FODEM. Je fais un peu la genèse de cette structure qui a été créée en 2004. En 2004, la structure s'appelait Crédit municipal de Dakar.
Et nous avions pour objectif l'objectif de rentabilité, précisément. Donc, nous misons beaucoup sur la rentabilité. En 2009, le maire Khalifa Ababakar Sall, quand il a pris les rênes de la municipalité, il nous avait demandé d'aller vers d'autres orientations, notamment à l'appui de cette couche vulnérable composée de femmes et de jeunes, mais en le faisant dans un esprit de solidarité. La structure a été renommée Fonds de développement et de solidarité municipale, en abrégé FODEM. Et en 2012, nous avons également pris d'autres orientations majeures allant dans le sens de la formation des jeunes et des femmes. Donc, c'est tout le sens de la création de la CPM. Le président Mourad Dieye reviendra largement sur les aspects et les contours de la gouvernance d'entreprise. Pour parler concrètement du FODEM, le Fonds de développement et de solidarité municipale, un constat a été fait. Le constat principal est que la municipalité de Dakar a été très consciente du poids social qui repose sur elle. Beaucoup de demandes sociales ont été déposées au niveau de la municipalité de Dakar. Et nous rendant compte donc de cette importante demande, il fallait aller dans le sens d'appuyer donc cette couche sociale. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, le FODEM a été créé pour appuyer donc cette couche vulnérable et lutter contre la paupérisation urbaine et féminine. Nous avons mis en place une stratégie qui va dans le sens d'appuyer les mutuelles d'épargne et de crédit. Parce que là, je voudrais faire une petite précision. Le FODEM n'est pas une banque ou une mutuelle d'épargne et de crédit, parce que pour être banque, il y avait les conditions draconiennes de la Banque centrale. Pour être mutuelle d'épargne et de crédit, il y avait le problème du lien commun. Étant une ancienne du ministère de l'économie et des finances, donc je connaissais très bien toutes les contraintes qui étaient liées à cela. Donc l'alternative qui a été prise, la stratégie qui a été prise, c'était de travailler avec les mutuelles d'épargne et de crédit dans le cadre du refinancement. Et nous avons également travaillé à mettre en place, appuyer la mutuelle d'épargne et de crédit en délivrant l'agrément au niveau du ministère des Finances. Et cela nous a permis de coopter la mutuelle d'épargne et de crédit de la municipalité comme levier principal donc, du Fonds de développement et de solidarité. En des mots simples, nous finançons, nous appuyons les mutuelles d'épargne et de crédit qui sont éligibles à notre dispositif, à charge pour ces dernières de dispatcher les montants qui leur sont octroyés aux bénéficiaires ou aux sociétaires donc ciblés. Les réalisations que nous projetons, c'est 477 unités de production qui touchent 463 emplois, dont 25 permanents. 225 nouvelles entreprises créées, 861 micro-activités à travers le guichet filet de sécurité pour 4002 bénéficiaires. Le guichet filet de sécurité, je voudrais peut-être apporter une petite précision, c'est un guichet qui a été mis en place pour appuyer les petites initiatives économiques. Parce qu'il y a des porteurs de projets qui déposent de très fortes demandes de financement au niveau de conseil. Et nous allons dans le sens de leur donner de petits financements pour leur permettre déjà d'avoir les prérequis dans le management de leur projet, mais également pour nous permettre d'avoir une idée ou une vue sur les capacités de remboursement donc, de ces porteurs de projets. 327 projets bancables qui ont été enregistrés et 81 projets de groupement de femmes à former et à financer. Et là également, la précision qu'il faut faire par rapport à cela, ce sont des formations qui vont dans le sens de l'économie sociale et solidaire, des formations également dans l'éducation financière, mais également des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi ces formations que nous avons initiées en 2020 parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes, avec toutes les contraintes liées à ces aspects de financement, si elles parviennent à décrocher un financement, elles n'arrivent pas du tout à bien manager donc, leur projet. Et nous nous sommes concertés à l'interne avec nos partenaires, le RABEC principalement, pour leur dispenser donc, ces formations dans le domaine de l'éducation financière, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais également dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.
Répartition des projets par catégorie. Je vous donne une idée hein, de la répartition par catégorie. Si vous regardez sur cette image, 73% de projets financés concernent les groupes. 19%, un pourcentage de 19% pour les femmes et un pourcentage de 6% pour les hommes. Donc, sur l'ensemble des projets financés, le dispatching est là. On a 73% qui vont dans les groupes. Pourquoi? Parce que nous misons beaucoup sur l'impact social. Si nous finançons les projets individuels, il n'y aura pas beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, les projets des groupements de femmes impactent beaucoup plus la communauté. Donc, raison pour laquelle nous avons pris cette option pour aller vers le financement des projets de groupement de femmes. Et je vous assure, hein, cela est en train de faire son chemin et c'est très bien apprécié par la population. Pour cette semaine, nous étions dans une localité, dans une collectivité territoriale où nous avons eu à appuyer 4 groupements de femmes, à les former. Et au finish, nous allons les regrouper, leur remettre leur attestation et leur financement. En termes de... voilà, ces images traduisent concrètement ce que je viens de dire sur les formations. La première vague qui a été financée, c'était en juillet 2020, où nous avons eu à appuyer 367 femmes formées avant la COVID. Avant la COVID, puisque la formation a démarré en janvier 2020. Elle a été stoppée malheureusement en mars pour les raisons que nous connaissons tous, liées à l'interdiction de manifestation. Et ça a repris tout récemment au niveau des collectivités territoriales. Donc, ces formations, comme je le disais, concernent l'éducation financière, l'entrepreneuriat, mais également l'économie sociale et solidaire. Les domaines d'intervention. Au niveau du FODEM, nous misons beaucoup plus sur les projets à forte valeur ajoutée. Il nous est arrivé de financer beaucoup de projets relatifs à toutes les activités commerciales, mais après évaluation, nous nous sommes rendus compte que ces projets n'avaient pas de valeur ajoutée. Et nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit à l'interne qu'il fallait miser sur les projets à forte valeur ajoutée. Cela s'est traduit par les projets qui touchent à tout ce qui est dans le domaine de la menuiserie, le transport, la transformation des produits agroalimentaires, la cordonnerie, la mécanique, mais également le commerce dans une moindre mesure, l'agrobusiness également. Donc, ces projets à forte valeur ajoutée ont été appuyés au niveau de notre structure, au niveau du Fonds de développement et de solidarité, avec une petite touche pour tout ce qui est activité commerciale. En termes de perspectives, nous avons identifié 3 perspectives. La première perspective, c'est la loi d'orientation 2020. Madame Khady Samba, qui est passée tout à l'heure, a parlé des perspectives au niveau national, notamment par l'élaboration de la loi d'orientation 2020, du 7 janvier 2020. Cette loi est relative aux petites et moyennes entreprises. Et cette loi offre des perspectives assez intéressantes aux collectivités territoriales. Désormais, les collectivités territoriales ont des compétences dans le développement économique, ce qui n'était pas le cas. Donc, il s'agit de saisir cette opportunité et de pouvoir aller dans le sens d'appuyer les acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers justement donc, cette loi d'orientation 2020. Autre perspective, c'est le constat que les maires et les élus locaux ont souvent tendance à ne regarder que le code des collectivités territoriales avec les compétences transférées. Et ce code, nous nous sommes rendus compte, est une loi au même titre que les autres lois. Par contre, la nouvelle loi d'orientation, qui est relative au paiement, donne aux collectivités territoriales des compétences réelles en matière de promotion et de financement des PME. Donc, il reste évident que les maires, s'ils sont en capacité, s'ils ont toutes les informations par rapport à cette loi d'orientation, en tout cas, se donneront tous les moyens pour véritablement aller dans le sens de développer économiquement donc, leur territoire. La troisième perspective, c'est l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, j'en ai parlé, et qui est en cours. Nous avons assisté avec le ministère de l'économie sociale et solidaire à ces ateliers
coup, beaucoup d'orientations ont été prises allant dans le sens de favoriser ou d'adopter des stratégies de promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre aux collectivités territoriales, à charge pour ces derniers véritablement de les saisir. En tout cas, au niveau de la ville de Dakar, nous avons développé depuis très, très longtemps, même si la loi n'était pas encore élaborée, des stratégies qui vont dans le sens de promouvoir l'économie sociale et solidaire. Je prends l'exemple du Fonds de développement et de solidarité municipale, je prends l'exemple du programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Autre exemple, c'est la mutuelle d'épargne et de crédit de la municipalité, en passant par la couveuse entreprise. Le président y reviendra. L'expérience de la ville de Dakar également dans la conception d'un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire pour le compte de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement. Et là, nous avons, je voudrais peut-être apporter une petite précision, certainement que Malik nous complétera. Nous travaillons avec l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement sur un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'étude et le troisième draft a été envoyé à nos partenaires et on attend les dernières observations pour envoyer la mouture finale et partager l'expérience de la ville de Dakar avec les 7 villes qui ont été ciblées par cet institut. Dernière perspective, voilà, donc c'était la dernière perspective et non des moindres, hein, parce que cette perspective, cette étude, si elle est partagée, vous vous rendrez compte que la ville de Dakar est en train d'abattre un travail colossal dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et c'est assez important parce que nous avons beaucoup de programmes, nous avons 10 programmes au niveau de la ville de Dakar qui vont dans le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est des programmes, des projets disparates. Il est important qu'il y ait une synergie de l'ensemble de ces actions pour nous permettre d'adopter un plan local qui agrégerait donc toutes ces différences, tous ces différents programmes. En tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec eux, puisque le temps nous est très, très compté, Madame Bien. Donc, nous restons à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions, en remerciant au passage l'ensemble des participants à ce panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Samb, pour cette présentation du FODEM. Effectivement, étant donné qu'on a commencé un peu tard, je vais donc demander tout de suite à M. Mourad Djeigay, donc pour continuer un peu dans l'expérience de la ville de Dakar, de nous présenter donc la CEPEN, la couveuse d'entreprise, pour la promotion de l'emploi et de la micro-entreprise donc de la ville de Dakar, en lui demandant vraiment de respecter le temps et de voir comment peut-être réduire sa présentation qui était un peu longue afin qu'on puisse en tout cas arriver à gérer le temps parfaitement. Monsieur Mourad Djeigay, je vous donne la parole. Bonjour. Merci, Madame la modératrice, Maïmouna Isabelle Dien, honorable conseiller économique et social de la République du Sénégal. Tous nos hommages honorables. Chers panélistes, je vous salue tous et toutes en vos rangs et distinctions également. Chers à cette session, je voudrais tout d'abord remercier le GSF et les organisateurs de cette session, notamment le RACTES, la ville de Dakar et ses partenaires pour cette opportunité donc, de présenter un peu l'expérience de la ville de Dakar dans les stratégies d'inclusion et pour le financement et la formation des jeunes et des femmes dans l'entrepreneuriat. Alors, parler de la CEPEM donc, en termes de stratégie, c'est dire que c'est une réponse un peu à la problématique de l'emploi des jeunes, de l'employabilité précisément, également de la paupérisation urbaine, de la pauvreté et également du chômage endémique au niveau de la ville de Dakar. Donc la CEPEM, c'est une réponse à cette problématique. Donc dans les stratégies de développement économique de la ville de Dakar, comme du reste, Madame Samb, à travers le FODEM, a expliqué beaucoup d'initiatives
de la ville, beaucoup de projets et de programmes de la ville remontant depuis les années milieu 2000 par le crédit municipal, en passant par le PAFCEP, ensuite crédit municipal devenu FODEM, et d'autres programmes de formation de jeunes à la mécanique, à la formation, les formations des jeunes pour l'obtention de permis de conduire, pour dire toutes sortes de tentatives initiées par la ville en réponse à ces problématiques. Mais un moment est venu que la ville, en rapport avec ses partenaires, a poussé une réflexion, a commencé par une étude, et cette étude qui a pu montrer finalement que la problématique de l'emploi des jeunes passait par un accompagnement beaucoup plus précis. Et c'est ainsi que la ville, en réponse, a développé une stratégie d'accompagnement des jeunes et des femmes pour la création d'entreprises. C'est donc un accompagnement au plan institutionnel, au plan technique, au plan financier. Et c'est ainsi que la ville a mis en place ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est la CPEM, la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, qui, pour la définir simplement, est une plateforme d'initiative pour la création d'entreprises. Donc, elle a été lancée par la ville avec ses partenaires qu'il faut souligner, notamment l'Association internationale des maires francophones, qui est un partenaire institutionnel, qui est un partenaire financier également, qui aide à l'accompagnement, mais à l'origine avec la ville de Marseille et Marseille Métropole, et également des partenaires locaux ici au niveau du territoire de la ville, notamment la Chambre de commerce, des partenaires financiers, les différents incubateurs ou plateformes dans le financement de jeunes, la CETIC, Grofin, etc. Ensuite, c'est rajouté à ce groupement de partenaires la ville de Montréal qui, par le biais de Mme Seynabou Amika, reviendra tout à l'heure pour nous expliquer un tout petit peu les éléments d'accompagnement avec l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, pour résumer, la CPEM, c'est simplement un outil d'accompagnement entrepreneurial pour aider les jeunes à la création d'entreprises. L'approche de la CPEM, c'est que nous ne sommes pas venus simplement faire des financements pour les jeunes, mais nous sommes dans un créneau d'accompagnement à la création d'entreprises, ce qu'on appelle ante, c'est-à-dire avant la création, pendant la création en couveuse et post, c'est-à-dire dans le suivi. Donc, notre créneau, c'est un accompagnement institutionnel et technique qui permet aux porteurs de projets, c'est-à-dire aux jeunes, de prendre son projet, son idée de projet et de développer cette idée de projet depuis le début jusqu'à la création, la concrétisation réelle de son projet. Donc, c'est pourquoi nous avons, en tout cas dans notre créneau, un accompagnement qu'on appelle ante depuis l'idéation, pendant que l'entrepreneur ou le couvé est en séjour chez nous, et post, c'est-à-dire que quand il aura fini son séjour à la couveuse et créé son entreprise. Ouais, prochaine slide. Voilà, donc c'est ça vraiment le créneau de la CPEM. Pour expliquer un peu la CPEM, comme j'ai dit, la problématique de l'emploi au niveau du Sénégal, notamment au niveau de Dakar, est assez criante. Peut-être dans les discussions, nous reviendrons un peu sur quelques aspects qui soulignaient un petit peu le taux de chômage au niveau du Sénégal. Mais au niveau de Dakar, on a vu vraiment la paupérisation, l'emploi des jeunes. Alors donc, on a un bassin de jeunes très important qui font appel à la CPEM pour entrer. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus d'entrée très sélectif. Donc, nous cueillons sur un bassin de plus de 1000 candidats, un processus 80 ou 100 pour en choisir une quarantaine. Donc, c'est un processus qui est assez ferme, qui implique la ville de Dakar et ses partenaires et qui permet un système transparent, donc de permettre à des jeunes qui ont un engagement, qui ont un potentiel d'intégrer la couveuse pour pouvoir y séjourner dans un minimum de 12 mois. Donc, le séjour en couveuse, comme je l'ai dit, c'est avant que le jeune porte son projet et pendant qu'il est chez nous, il fait 12 mois en couveuse avec les services que je vais expliquer tout à l'heure qu'on lui offre. Et à la fin de ce processus de couveuse, alors il est diplômé et il est accompagné dans sa création d'entreprise. Je précise un peu le terme que nous avons appelé couveuse. Souvent, les gens entendent incubateur ou d'autres processus. Alors, couveuse, nous, ça renvoie à l'idée que nous mettons l'entrepreneur dans une situation réelle d'entreprendre. Donc, avec les facilités, dès qu'il a son projet, il entre en couveuse et la couveuse, c'est un espace institutionnel, c'est un espace technique, c'est un espace financier où l'entrepreneur
on le met dans une situation d'entreprendre à l'essai. C'est notre terme, il entreprend à l'essai, donc il met les costumes d'un vrai entrepreneur, il a des équipements à sa disposition, il a des encadrements à sa disposition, et là, il se met en situation de pouvoir créer, produire, vendre ses services et agir en tant qu'entrepreneur. Alors, donc, le processus de sélection nous a permis de voir dans un bassin assez important. Je passe sur cette slide-là pour aller vite. Et donc, ça nous montre un tout petit peu la répartition des zones parce qu'il faut préciser que seuls les citoyens habitant sur le territoire de Dakar sont normalement donc concernés par ce projet parce que c'est un projet qui est de la collectivité territoriale. Donc, je passe rapidement sur les slides de la sélection. Donc, pour dire que vraiment, c'est une sélection assez large, dans le nombre de candidats reçus, valablement inscrits, et nous en sélectionnons 40 pour la première cohorte et 50 pour la deuxième cohorte qui est en formation. Alors, pour aller dans les services offerts un tout petit peu au niveau de la CPM, les avantages d'abord, c'est que comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneur, il est mis en situation réelle d'entreprendre. Donc, nous avons mis en place un dispositif qui lui permet d'être formé d'abord à travers des cours sur le développement personnel, le marketing, la communication, la gestion des finances, la création d'entreprises, la fiscalité et tout ça. Et ce sont des cours qui sont donnés par les partenaires de la ville de Dakar que j'ai énuméré tout à l'heure, et dans cette deuxième cohorte par l'École des entrepreneurs du Québec avec la ville de Montréal, nous y reviendrons, mais également par nos conseillères et conseillers au niveau de la couveuse qui sont renforcés pour donner ces formations, et d'autres partenaires, notamment M. Alassane Lo, expert en création d'entreprises, M. Théo Lam, et aujourd'hui nous sommes disons, nous avons l'avantage d'avoir beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui offrent des services. Donc, ça permet d'abord de renforcer en compétences, en capacité. Ça permet également à l'entrepreneur d'être dans une situation réelle d'entreprendre avec ses collègues au niveau de ce que nous appelons tout à l'heure l'espace coworking pour pouvoir échanger. Alors, ce qu'il fait, tous les avantages au niveau de la CPM, ça lui permet de prendre son idée de projet, de développer ça en entreprise. Ça lui prend également, s'il a déjà une PME, une entreprise qui démarre, de pouvoir consolider, s'il est en croissance, de pouvoir être accompagné pour vraiment cheminer. C'est donc tous ces services au niveau de la CPM que nous offrons avec des conseillers et des conseillères. Chaque entrepreneur est sous la tutelle d'un conseiller ou d'une conseillère qui l'encadre dans la préparation de son plan d'affaires, qui l'encadre dans son suivi financier, qui l'encadre dans le développement de son portefeuille de clients, parce qu'en réalité, on permet à l'entrepreneur de valider son idée de projet et de créer son entreprise. Alors, si on continue dans les slides, pour aller très vite, voilà donc les services que je disais tout à l'heure, au niveau de la CPM, il y a un service très personnalisé. Chaque entrepreneur est suivi par une conseillère ou un conseiller. Il y a également le programme de formation dont j'ai parlé avec différents partenaires. On peut voir sur ce slide-là que la ville de Dakar, par essence, a un centre de formation dédié. Et donc, nous avons l'espace du centre de formation où nous faisons nos cours pour tous les entrepreneurs. Nous avons également l'espace au niveau de la CPM où nous pouvons faire des sessions, des rencontres, des réunions, des petits meetings. Et également, le tout est certifié par, disons, des attestations pour montrer quand même à chaque formation à l'entrepreneur d'être certifié dans ce qu'il a reçu comme formation, que ce soit en marketing, que ce soit en communication, que ce soit en développement personnel et en gestion des finances, parce que c'est un aspect très important au niveau de la CPM. Prochaine slide. Voilà, donc le suivi. Mais l'espace l'élément qui aujourd'hui distingue encore la CPM de ce qui s'est fait dans le réseau, c'est l'espace coworking. Nous avons l'avantage d'avoir un espace dédié aux entrepreneurs. Alors, vous voyez que c'est un espace bien équipé avec des bureaux, des ordinateurs, une salle de conférence, une salle de rencontre et une assistance technique qui permet à l'entrepreneur de se lever le matin, d'aller à cet espace coworking et de l'occuper comme son bureau réel. Donc, l'espace est divisé sur les 40 entrepreneurs. Ils peuvent venir 8 à tour de rôle dans la semaine et ils ont des stations de travail équipées, ils ont une salle de conférence, le téléphone est disponible et ils ont un programme d'assistanat, donc avec une assistante secrétaire qui peut les aider à arranger le rendez-vous, à venir recevoir leurs clients et surtout à travailler avec les conseillères et conseillers référents. Alors ça, c'est un élément de plus qui vraiment distingue un peu le dispositif de la CPM
au niveau de l'écosystème entrepreneurial de Dakar. Les activités, j'en ai parlé, donc c'est un peu ça, la formation, la préparation, la certification et également des espaces d'échange et des espaces d'exposition. Nous avons eu l'initiative de mettre ensemble tous les entrepreneurs dans un espace pour leur permettre d'exposer un peu leurs œuvres s'ils sont dans leur domaine, les artisans, les cordonniers, ceux qui sont dans la couture et toutes sortes de services et de prestations qu'ils ont pu montrer à travers une exposition tenue à l'Hôtel de Ville sous la présidence de Madame le maire de la ville de Dakar. Prochaine slide pour aller très vite. Alors, parler un tout petit peu maintenant de la phase actuelle et des perspectives. Pour notre dispositif, comme je l'ai indiqué, nous avons des partenaires au plan technique, mais nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de signer des conventions et d'agrandir notre portefeuille de partenariats stratégiques. Alors, ce que cela permet au niveau de la CPM, pour chaque domaine assez précis, d'avoir des partenaires à l'appui. Je peux prendre un exemple. Nous avons aujourd'hui une filière de l'agrobusiness très développée avec des jeunes qui sont dans ce domaine, qui créent des produits, qui créent des entreprises. Alors, en faisant un partenariat, par exemple, avec l'ITA, ça nous permet aujourd'hui de développer un réseau qui permet à nos entrepreneurs de disposer de ce qu'on appelle le FRA. Le FRA, c'est une certification qui permet à ceux qui produisent dans le domaine agroalimentaire d'être certifiés pour pouvoir faire de l'exportation. Nous développons également des partenariats avec des écoles de télécommunications, avec des centres spécialisés pour que dans chaque créneau, nous puissions avoir des partenaires pour agrandir un peu nos éléments de formation. Donc, la CPM aujourd'hui est ouverte à un réseau de partenaires qui permet de développer notre offre de services à nos entrepreneurs. Et ces partenaires, c'est des partenaires locaux sur le territoire de la ville de Dakar, mais c'est également des partenaires au plan international. Continuer sur la même salle. Donc, ça, c'est l'ambassade, etc. Et les partenariats, j'en ai expliqué. Allez-y, prochaine slide. Prochaine slide. Voilà. Alors, une convention qui est assez importante qui va finir la présentation, c'est que nous avons signé avec l'École des entrepreneurs du Québec une convention par le biais de la ville de Montréal. La ville de Dakar et la ville de Montréal sont membres du réseau AIMF, qui est l'Association internationale des maires francophones, et l'AIMF est un fondement de la création de la CPM. Alors ici, on voit Madame le maire en visite à Montréal qui a permis de signer cette convention-là. Et cette convention est à l'épreuve au moment où nous parlons. Nos formations dans cette situation de Covid, de pandémie, se font en virtuel, en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec, qui forme nos entrepreneurs et qui fait de la formation de formateurs pour nos conseillères. Et tout cela, c'est grâce à la ville de Montréal. Tout à l'heure, Mme Seynabouka interviendra pour montrer un tout petit peu le rapport que nous avons avec cela. C'est l'occasion également en ce moment-ci pour dire que dans cette situation de pandémie, la CPM a pu se réinventer ou réinventer son modèle parce que nous ne pouvons pas faire des activités souvent en présentiel. Depuis le mois de mars, nous sommes actuellement en situation virtuelle pour la plupart de nos activités, de nos formations et en présentiel quand il le faut, en tenant compte des mesures barrières. Donc, la promotion actuellement en cours de 50 entrepreneurs dispose tous des moyens de communication pour être sur la plateforme d'échange, la plateforme de formation, avec nos partenaires extérieurs. Nous organisons des webinaires sur des problématiques particulières avec des invités et nous faisons nos formations sur les aspects de la création et de la gestion d'une entreprise avec nos partenaires. Et pour terminer, allez-y, prochaine slide pour expliquer un peu ça. Avant celle-là, voilà. Le renforcement de tout ça nous pose des services concrets effectués par nos jeunes entrepreneurs. Dans cette situation de pandémie et prenant un peu l'exemple de cet échange d'économie sociale et solidaire, les jeunes de la couveuse d'entreprise de la ville de Dakar, la CPM, ont participé à la confection du programme de 1 million de masques de la ville de Dakar. Ils sont partis déjà avec une première commande de 30 000 masques faite par l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, avec l'encadrement de la ville de Montréal. Ces 30 000 masques ont été remis à la maire de la ville de Dakar pour appuyer l'effort en matière de lutte contre la COVID. S'y est ajouté une commande importante dans le cadre du programme de 1 million de masques,
commande qui était affectée à d'autres artisans et qui n'a pas pu être réalisée. Nous avons donc encore mobilisé les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs ont participé à la confection donc, de ce programme de 1 million de masques. Simplement pour dire que dans ce modèle d'économie sociale, la ville a mis en place non seulement ce mécanisme, mais participe à la création d'activités, participe à la création de richesses, également participe à l'esprit de solidarité. Donc, on voit que c'est un bon modèle vraiment qui contribue à l'épanouissement de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est par le biais de mécanismes de la CPM avec les entrepreneurs qui sont aujourd'hui en formation. Alors, pour terminer sur ce point, au terme de la formation, comme je dis, nous sommes en couveuse, les entrepreneurs bénéficient d'une subvention ou d'un accompagnement financier qui leur permet de lancer leur activité. Donc, ce que nous appelons un petit peu un levier financier, parce que c'est bien de les mettre en situation de couveuse, de les former, de les encadrer, mais on les appuie avec une petite contribution que la ville de Dakar met à leur disposition pour leur permettre de démarrer leurs activités. Voilà donc le modèle de la ville de Dakar qui contribue à la stratégie de la ville de Dakar en matière d'inclusion financière. Je vous remercie de votre attention et je reste disposé pour des questions là-dessus. Merci beaucoup, M. Mouradiégué, président de la CPM et secrétaire général donc, de la ville de Dakar, pour cette très instructive et intéressante présentation de la couveuse d'entreprise de Dakar, où vous apprenez à voler à beaucoup de petits poussins. Nous reviendrons tout à l'heure dans les débats pour plus de compléments d'informations, certainement. C'était très intéressant. Je vais donc maintenant, pour aller vite et essayer de rattraper le temps, passer la parole donc à Madame Patricia Dodaro, donc qui est la représentante au Sénégal de IPSIA et qui va nous présenter donc le programme qui s'appelle donc organisé avec Patricia Dodaro de l'ONG IPSIA et les différentes actions donc liées à l'économie sociale et solidaire donc réalisées par cette organisation. Madame Dorado, vous avez la parole. Bonjour à tous les participants et je voudrais remercier la ville de Dakar et les RACTES pour cette invitation et pour cette excellente opportunité de partager avec des autres acteurs et par rapport aux stratégies et aux outils liés à l'inclusion financière des jeunes et des femmes. IPSIA est une ONG italienne créée en 1985 en Italie. Et oui, prochain slide, merci. Et au début, IPSIA a beaucoup intervenu dans la région des Balkans. Et actuellement, nous sommes aussi en Afrique, à Mozambique, Kenya et Sénégal. En particulier, nous sommes présents au Sénégal depuis 2015 grâce aux relations développées avec une association de la diaspora sénégalaise en Italie, l'association Sunugal, qui réalisait déjà des interventions ici au pays dans l'optique du co-développement. Et en fait, nous sommes arrivés au Sénégal un peu en continuité avec les réalisations et les interventions que Sunugal avait déjà réalisées. Et les domaines d'intervention sont le développement rural, en particulier lié à la sécurité alimentaire, mais aussi à l'entrepreneuriat rural, et la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, qui soit entrepreneuriat rural, entrepreneuriat social, et quand même toujours dans cette élancée en fait de la mission sociale des entreprises, et la sensibilisation et les activités culturelles. Un groupe de jeunes ici à Thiès, dans la ville de Thiès, qui ont fondé un club d'Italiens. Donc, ils sont très actifs pour la promotion de la langue italienne, mais aussi dans des activités de volontariat, de bénévolat avec les enfants. Et donc, prochain slide, s'il vous plaît. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je voulais un peu contribuer avec quelques exemples des interventions que nous avons réalisées ici au Sénégal, et surtout dans les domaines de l'appui à l'entrepreneuriat social.
et des interventions qui répondent en fait à des besoins différents, à des contextes différents et donc des stratégies adaptées aux différentes cibles que nous avons rencontrées ici au Sénégal. Donc des interventions, des projets qui se sont développés en collaboration avec les collectivités territoriales, en particulier dans la région de Thiès et en particulier avec la commune de Mérina Dakhar, au nord de la région de Thiès, et des interventions développées aussi avec les bénéficiaires qui sont surtout des GIE des femmes et des micro-entreprises rurales. Donc, ce que nous avons remarqué, c'était la nécessité d'adapter les modèles d'accompagnement aux contextes différents, parce que nous avons aussi intervenu, par contre, dans des contextes urbains où, en fait, les besoins d'accompagnement sont très différents que celles dans la zone rurale. Et rapidement, s'il te plaît. Nous avons aussi, en fait, relevé une évolution de ces mêmes cibles qui sont passées d'un modèle de subvention à un modèle de crédit. En particulier, les premiers projets dont je voulais vous parler, c'est le projet Nourrir le développement, qui est un projet réalisé dans la région de Thiès et dans la région de Louga, qui visait en fait à appuyer les communautés rurales de la zone du Cayor pour multiplier les saisons de production, favoriser la sécurité alimentaire des populations dans ces zones. Donc, dans ces projets-là, en fait, bon, il y avait deux volets principaux. Les premiers volets, c'était un volet, disons, lié aux infrastructures et à l'accès aux ressources, donc accès à l'eau, accès à la terre, avec l'équipement, des périmètres maraîchers accessibles, disponibles pour les GIE des femmes qui géraient dans les villages ces périmètres, avec l'utilisation d'énergies renouvelables, donc des puits équipés avec des pompes solaires, mais aussi avec la clôture, les réservoirs, etc. Le deuxième volet, c'était plutôt les volets renforcement des capacités. Donc, ça ne suffit pas seulement de produire, mais c'est nécessaire de travailler à toute la partie des conservation, transformation et commercialisation de la production. Et dans ce projet-là, pour penser en fait aux modèles différents utilisés des financements, le modèle principal, ça a été le modèle de la subvention. Donc, en fait, les missions sociales de ces GIE, les types de projets et aussi la phase de démarrage de ces entreprises-là, de ces GIE des femmes, ne permettaient pas déjà de travailler à un système de financement, par exemple par les crédits. Un peu comme la couveuse dont vous parlez. Quand c'est le début, le démarrage d'une activité entrepreneuriale, c'est très difficile d'avoir tout de suite une certaine rentabilité pour garantir l'accès au crédit et au financement. Donc, dans ces modèles-là, nous avons utilisé la subvention pour pas seulement pour la question en fait, du stade de développement de l'entreprise, mais aussi parce que toutes ces interventions en fait, répondaient aussi à des besoins communautaires sociaux. Donc, l'eau qui est fournie pour la production agricole, si les vers de la zone ou dans les cas de manque d'eau dans les villages. Et la production réalisée assure quand même la sécurité alimentaire de ces villages qui autrement produisaient seulement pendant la saison hivernale. Et maintenant, il y a une diversification des productions assurée par la production de ces GIE des femmes. Et donc, ça, c'est un des modèles utilisés. Les projets Nourrir le développement étaient partis en 2015. Donc, la première phase était terminée en 2017.
Mais en fait, c'est un projet en évolution qui continue selon les fonds qu'on arrive à mobiliser aussi par la coopération décentralisée, donc par des régions italiennes ou par l'Église vaudoise italienne. Donc même maintenant, on a encore des interventions en cours grâce aux contributions et aux fonds qu'on arrive à mobiliser. Prochain slide. L'autre exemple dont je voulais vous parler, c'est un exemple en milieu urbain, en particulier dans la banlieue de Dakar, dans les quartiers Sam Notaire, dans le département de Guédiawaye. Et en fait, à Sam Notaire, l'association Sunugal avait créé une école de culture qui donne des opportunités d'insertion, des formations et après d'insertion professionnelle pour les jeunes filles qui souvent n'ont pas eu d'autres opportunités de formation. Et donc, l'école fournit un diplôme de 3 ans et les jeunes filles formées par l'école ont fondé un GIE qui s'appelle GIS, qui réalise des collections de mode. En fait, le GIE a été créé depuis 2011 et aujourd'hui, plusieurs projets ont été réalisés avec le GIE GIS pour en fait, accompagner le renforcement des capacités de ces jeunes couturières et aussi les appuyer dans la phase de commercialisation des produits. En particulier, en 2017, grâce à des volontaires du secteur de la mode, des experts italiens du secteur de la mode, a été possible de réaliser un nouveau projet qui s'appelle Lab Dakar et une nouvelle collection qui rentre dans cet esprit de en fait, mélange, métissage entre les styles sénégalaises et les styles occidentaux avec le développement de collections de mode en jean, wax. Et en fait, notre appui dans ce parcours-là a été surtout dans la partie renforcement des capacités et surtout pour les opportunités d'échange possibles entre l'Italie et le Sénégal dans ce secteur-là, mais aussi pour appuyer à commercialiser les produits ici au Sénégal, mais aussi en Italie par les réseaux du commerce équitable. Et donc maintenant, les produits sont exportés en Italie et sont présents dans les boutiques du réseau Ecomercato. Et donc ici, c'est un autre exemple où notre intervention a été plutôt focalisée sur la partie renforcement des capacités, échange d'expériences et en fait appui à la commercialisation. Et troisième exemple, et prochaine slide, c'est le projet PAISIM, un programme d'appui à l'entrepreneuriat social et à l'initiative migrante dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis, un projet qui a vu en fait la collaboration d'un grand consortium de partenaires, des ONG italiennes, dont les chefs de file, la CISV, mais aussi des organisations paysannes comme CESCAO dans la région de Saint-Louis, FAPAL, mais aussi l'association Sunugal. Un programme financé par la coopération italienne qui vient de terminer maintenant, pratiquement depuis quelques jours, fin septembre 2020. Et ce programme visait en fait à renforcer les tissus entrepreneurial agricoles dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis, en particulier avec un focus et quand même une valorisation des entreprises qui ont un impact écologique et social sur les territoires. Prochaine slide. Pour aller très rapidement dans les PAISIM, nous avons accompagné dans les régions de Thiès, Louga et Saint-Louis 210 micro-entreprises qui ont été sélectionnées par un processus de sélection transparente dont M. Dieye parlait tout à l'heure. Donc, un appel ouvert au public développé avec les communes engagées dans ces processus, en particulier dans la région de Thiès qui a été suivie par IPSIA,
Il s'agissait de 10 communes dans la région de Thiès où on a sélectionné 70 micro-entreprises. On a reçu plus de 800 candidatures. Donc, même le processus de sélection a été fait en collaboration avec la RD, la DRDR et les conseils départementaux de Thiès et de Tivaouane. En fait, le PAISIM a créé un dispositif d'accompagnement pour les entreprises sociales sélectionnées qui avait deux volets principaux, les volets accompagnement technique et les volets financiers, donc facilitation pour l'accès au crédit. Sur la partie accompagnement technique, ce que je voudrais partager, c'est un peu la méthodologie que nous avons utilisée qui était vraiment focalisée sur les coachings individuels, donc un accompagnement individuel. Parce qu'en fait, on avait remarqué même dans l'analyse des besoins que beaucoup de ces entreprises-là avaient bénéficié déjà de la formation en gestion comptable, en entrepreneuriat, mais souvent les outils qui avaient été appris dans les formations n'étaient pas appliqués sur le terrain. Donc l'idée, c'était d'assurer un suivi individuel, un coaching individuel pour appliquer sur le terrain les outils liés à la gestion comptable, à la planification d'entreprise, etc. Donc, les projets, même s'il y avait un volet plus technique sur la partie de production, les entreprises étaient tous dans les domaines de l'agriculture, la transformation alimentaire et l'élevage, donc les secteurs du milieu rural. Mais l'accompagnement s'est focalisé beaucoup sur toute la question transversale liée à l'entrepreneuriat. Donc, comment promouvoir un entrepreneuriat social qui soit durable du point de vue économique, social et environnemental. Et comment développer la leadership au sein de ces entreprises. Je vais vous demander de bien vouloir conclure, malheureusement, parce que vous êtes à 15 minutes et il reste encore. Donc, si vous pouviez aller plus vite pour conclure et peut-être pour les détails dans les débats. Excusez-moi vraiment parce que là… Oui, pardon. Pardon, je n'avais pas regardé l'heure, je suis désolée. Donc, juste pour conclure, bon, ces entreprises démontrent toujours un fort impact social dans leur territoire en intervenant pour la construction d'infrastructures communautaires, pour la prise en charge, par exemple, des frais médicaux, mais de la scolarité des enfants, des membres. Et il assure la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes dans ces communautés. Dernière slide, en fait, tous ces processus d'accompagnement de ces trois dernières années a été capitalisé dans un livre blanc de l'entreprise sociale paysanne au Sénégal, l'expérience de Capersas, qui est une entreprise sociale qui accompagne les entreprises rurales. Et dans ce livre blanc qui est disponible, vous pouvez consulter en ligne, nous avons cherché en fait montrer un peu l'expérience de ces entreprises sociales paysannes en cherchant de caractériser en fait un peu les concepts d'entreprise sociale paysanne au Sénégal sans apporter des définitions préétablies, prédéfinies, mais plutôt en regardant ce qui est l'expérience réelle sur le terrain de ces entreprises et aussi pour en fait travailler au plaidoyer pour la reconnaissance juridique de ces types d'entreprises ici au Sénégal. Donc, je m'excuse pour la longueur et je vous remercie pour l'attention. J'espère de revenir dans les débats sur des autres points. Merci. Merci beaucoup, Patricia. C'était évidemment très intéressant et on est tous toujours très emballés dans toutes ces questions qui nous concernent tous, donc on comprend. Et rapidement, Madame Seynabou Amika, conseillère en relations internationales de la ville de Montréal, pour sa présentation. Madame K, donc si vous êtes là, vous avez la parole. Je pense que aussi vous pouvez passer votre présentation. Merci. Merci à tout le monde. Bonjour. Nous, c'est très, très tôt. Il est que 7h04 ici.
mais le sujet est tellement intéressant, puis je suis honorée d'être invitée par la ville de Dakar pour parler du projet qu'on met en œuvre avec eux. Donc, comme vous le savez, la ville de Dakar et la ville de Montréal entretiennent des relations privilégiées depuis plusieurs années. Déjà en 2001, les deux villes signaient une déclaration d'amitié et de coopération dans laquelle ils réitéraient leur volonté de renforcer ces liens qui les unissent en mettant en œuvre plusieurs projets. Donc, plusieurs échanges d'expériences ont été effectués, notamment en matière de décentralisation, de démocratie participative, mais aussi à l'instar de plusieurs villes africaines. La ville de Montréal et la ville de Dakar sont membres de plusieurs réseaux, comme le DICF, l'Association internationale des maires francophones, Métropolis, CGLU, j'en passe. Et en 2019, l'AIMF nous a, en fait, en 2015, les deux villes ont signé une entente de coopération et d'amitié où ils s'entendaient pour s'échanger leur expérience, leurs connaissances et les meilleures pratiques en développement économique, dans le domaine du vivre ensemble, en ressources humaines, en fiscalité, etc., etc. Puis quand la ville de Montréal a organisé le sommet sur le vivre ensemble, mais Dakar est un des membres fondateurs de cette organisation qui est basée à la ville de Montréal. Donc en 2019, l'Association internationale des maires francophones nous a offert l'opportunité d'appuyer notre partenaire d'une façon beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable. Parce qu'avant, c'était des missions ponctuelles, mais là, avec le projet de renforcement des capacités de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, la ville de Dakar vient concrétiser ces liens qui l'unissent avec la ville de Dakar. Donc, le projet est financé par l'Association internationale des maires francophones. Et là aussi, c'est une innovation parce que c'est la première fois qu'une ville nord-américaine travaille avec une ville africaine pour renforcer la coopération francophone, mais aussi la coopération avec des acteurs locaux. Grâce à ce projet est possible grâce à l'appui technique de l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, comment ça fonctionne? C'est que de jeunes entrepreneurs, dont plusieurs sont des femmes, ils suivent un parcours de formation de la génération, c'est-à-dire dès qu'ils ont une idée de projet, ils sont formés, donc pré-démarrage, à la propulsion, le démarrage, et à l'accélération, la croissance. Pour l'École des entrepreneurs, toute entreprise commence avec un rêve, mais un rêve qui doit être structuré, un rêve qui doit être testé pour pouvoir le plus rapidement possible passer à l'étape du démarrage. Les entrepreneurs sont accompagnés dans les étapes de rêver, tester, démarrer et croître. Lors de la mission de faisabilité, nous avons eu la chance, mon collègue José Chinchilla de l'École des entrepreneurs, on a eu la chance de rencontrer plusieurs intervenants de l'écosystème entrepreneurial. Et ce qu'on a compris et réalisé, c'est que plus de 70% des entreprises sénégalaises fermaient après la première année. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on va intégrer les entrepreneurs de la première phase dans cette deuxième phase pour leur permettre d'acquérir plus de connaissances, plus d'expérience pour pouvoir pérenniser leur entreprise. Le rôle de la ville de Montréal dans le cadre dans le renforcement des capacités des entrepreneurs, mais aussi de l'équipe de la CEPEM et de ses partenaires. Dans ce cadre, nous avons mobilisé une experte en communication, sachant que la communication occupe une place primordiale dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, nous avons proposé des activités, par exemple, comment faire résonner sa marque,
On sait maintenant que tout se passe sur les réseaux sociaux et nous allons aussi accompagner la CFM dans l'élaboration d'un plan de communication et on va le faire aussi pour les entrepreneurs. Donc, comme vous le savez, la ville de Montréal est reconnue au niveau national et international comme leader en l'égalité des femmes et des hommes. D'ailleurs, cette semaine, nous avons reçu une certification platine pour la parité en milieu de travail. Donc, c'est dans ce sens que nous sommes assurés dans notre collaboration avec la CEPEM dès le recrutement des entrepreneurs qu'il y ait beaucoup de femmes et aussi dans les activités qui sont prévues. Nous voulons que les femmes soient formées pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel économique, avoir une autonomie financière et aussi sensibiliser parce que l'égalité des femmes et des hommes, ce n'est pas juste de sensibiliser les femmes. Il faut aussi que les hommes sachent l'importance que les femmes ont dans la société et ensemble, on pourra promouvoir une société égalitaire. Donc, c'est d'ailleurs un immense honneur que j'ai aujourd'hui d'annoncer que la CEPEM a adopté un énoncé sur l'égalité des femmes et des hommes. Et par cet énoncé, la CEPEM reconnaît l'importance que revêt la place des femmes. Elle entend agir contre la discrimination, les inégalités, les violences faites aux femmes. Et la CEPEM s'engage aussi à promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans ses actions, ses relations, ses communications avec les citoyens, dans la formation professionnelle, dans l'encadrement et dans l'accès au financement. Nous allons également appuyer la CEPEM et ses entrepreneurs en matière de gestion des déchets. Comme je me plais de le dire souvent, ce projet, c'est comme un laboratoire. En fait, parce que je me dis, quand on sait qu'une famille sénégalaise, c'est une dizaine de personnes. Donc, quand on réussit à sensibiliser quelqu'un, il retourne dans sa famille, il peut en sensibiliser 10. Donc, pour 70 entrepreneurs, on a vraiment un grand bassin dans lequel on peut utiliser pour les former dans différents domaines. C'est pour ça qu'on met l'emphase sur la gestion des déchets aussi, de sensibiliser les entrepreneurs qu'ils peuvent utiliser des matières premières en tenant compte de l'environnement. Je donne un exemple. Quand on a confectionné les masques, au début, l'idée, c'était de les mettre dans des sacs de plastique. Mais on leur a proposé que ce serait bien de mettre les masques dans des sacs en tissu réutilisable et c'était comme une chose extraordinaire. Waouh! Donc, et puis, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, on est en train de préparer le webinaire et l'expert m'a dit, mais il y a tellement de maillage à faire entre ces entreprises que les déchets d'une entreprise peuvent être des matières premières d'une autre. Donc, ça, c'est l'économie circulaire. Ça, ce n'était pas prévu dans le programme, mais c'est des choses qu'on arrive à faire, on arrive à innover dans ce projet. Quant au financement, la Ville de Montréal mise sur ses relations privilégiées avec les gouvernements, les organisations, pour faciliter l'établissement d'alliances de partenariats pouvant mener à des opportunités et à des sources de financement additionnelles et potentielles. C'est dans le cadre de ces échanges avec les Offices jeunesse du Québec que j'ai encore une deuxième bonne nouvelle à annoncer. Donc, les Offices jeunesse du Québec ont décidé d'octroyer un appui financier à une trentaine d'entrepreneurs qui sont dans la 30 à 35 ans. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, sachant combien les finances sont importantes pour le lancement des activités des entrepreneurs. On a aussi exploré des possibilités de collaboration, des possibilités de renforcer encore davantage
les entrepreneurs et l'équipe de la CEPEM. C'est dans ce cadre qu'on a contacté le réseau de normalisation de la francophonie qui contribuera à renforcer les capacités des entrepreneurs en matière de normalisation, en leur faisant comprendre le rôle stratégique que peut jouer la normalisation dans le développement de leur entreprise. Ils seront outillés pour avoir accès aux normes, pour les appliquer et pour se certifier. Également, nous avons mis la CEPEM, on les a mis en contact avec le réseau des entrepreneurs et professionnels du Sénégal au Canada. Et ce réseau permettra aux entrepreneurs de bénéficier de mentors qui pourront les aider à avoir plus d'expérience, à avoir plus de compétences, les former, les accompagner, car ces gens-là ont les deux expériences. Ils ont l'expérience sénégalaise en entrepreneuriat et ils ont l'expérience canadienne en entrepreneuriat. Donc, c'est un apport de plus qu'on vient donner à la CEPEM et à ses entrepreneurs. Donc, quand la pandémie s'est déclenchée, on pensait tous que c'était une affaire très, très provisoire. Mais malheureusement, on est là, elle a chamboulé nos vies, cette pandémie. Mais comme on dit souvent, dans chaque mauvaise chose, il y a de bonnes choses. Et la bonne chose dans cette pandémie, c'est le fait qu'on s'est réinventé. On s'apprêtait à faire une mission de démarrage quand tout ça a commencé. Donc, dès que ça a commencé, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on avance ce projet parce qu'on sentait que les entrepreneurs étaient impatients, étaient insécures, stressés et tout. Donc, c'est là, en concertation avec la CEPEM, l'école des entrepreneurs, l'AIMF, qu'on a décidé de lancer le programme, mais de façon virtuelle. Et vraiment, c'est une chance qu'on a eue, en fait, parce que le fait d'avoir lancé ce projet de façon virtuelle nous a permis d'atteindre des objectifs qu'on n'aurait peut-être pas atteints avec quelques missions à Dakar ou quelques missions au Canada. Donc ça, c'est la bonne chose à tirer sur cette pandémie. L'autre chose, c'était de trouver les moyens d'appuyer la ville de Dakar pour qu'elle puisse lutter efficacement contre la pandémie. C'est là qu'on s'est mis encore ensemble, les partenaires. Bonjour Seynabou, je vais vous demander d'écourter parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes pour la fin. Juste peut-être, je vais juste voir que les gens il y a encore une communication aient une plus idée de de débat. tout ce qu'on... Voilà. Ok, donc peut-être laisser cette slide pour que les gens voient qu'avec cette formation, c'est 1000 jeunes qui seront sensibilisés à l'entrepreneuriat, c'est 300 rencontres de suivi, c'est 900 heures d'accompagnement et aussi c'est 30 chefs d'entreprise, des femmes qui seront formées et qui vont pouvoir lancer leur entreprise. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup et encore toutes mes excuses. On a vraiment le temps qui est contre nous. Nous devons encore donc écouter, et c'est la dernière intervenante, Madame Denise Fatoumata Ndour, donc administrateur général de Selfinance, qui va vraiment essayer qui n'a pas, je crois, une présentation, mais qui va essayer au moins de nous donner quelques pistes en termes de perspective, donc au vu de tout ce qui a été même présenté aujourd'hui et quelles actions, par exemple, Selfinance pourrait faire dans le cadre de l'encadrement et du financement de l'ESS, quels défis, quelles perspectives. Madame Ndour, je suis désolée, mais vous aurez à peine 4 minutes pour pouvoir laisser au moins toute petite dizaine de minutes pour les débats. Madame Ndour de Zinfanvemata, si vous êtes là, vous avez donc la parole. Madame Ndour est là? Donc, je ne vois pas si Madame Ndour est là. Je vais vérifier dans les participants. Ah, non, ça c'était toujours Madame Amika. Madame Denise Fatoumata Ndour. Donc, si elle n'est pas là, ah, si elle est par là, pourtant, je la vois ici. Activer.
Maïmouna, j'ai l'impression que Denise est déconnectée. Elle est déconnectée, pourtant je la vois Ah. dans les participants. Donc, bon, si elle n'est pas encore là, je vais essayer de faire quand même une petite synthèse donc, de tous les débats qu'il y a eu, de toutes les présentations. Donc, nous avons eu donc, le FODEM qui nous a vraiment présenté, qui nous a fait la genèse du Fonds de développement économique municipal, avec donc, les différents et l'importance des financements qui ont été donnés aux femmes et aux jeunes, avec tout cet accompagnement également qui a été fait et les différents domaines d'intervention, enfin, les secteurs qui ont été appuyés en termes entre de petites entreprises. Nous avons eu la présentation de la CEPEN, donc la couveuse également, avec ce fort volet accompagnement, suivi, même personnalisé des jeunes et des futurs entrepreneurs, qui est aussi une expérience très intéressante et qui gagne à être en tout cas davantage appuyée. L'ONG italienne IPSIA nous a présenté aussi tout ce qu'elle a fait, non seulement dans la ville, mais aussi dans l'accompagnement des groupements féminins et des jeunes, mais aussi au niveau rural, et avec toujours cet accompagnement, et aussi avec, on peut dire aussi, ce développement du partenariat, même en termes d'économie sociale et solidaire et de commerce équitable, donc avec l'Italie. Donc ça aussi, c'est une expérience très intéressante en termes même de débouchés. Enfin, donc, Montréal nous a présenté l'importance surtout du partenariat qui a été fait grâce à l'AIMF et le partenariat donc, entre la ville de Montréal, la ville de Dakar à travers la CEPEM, et qui a démontré aussi l'importance du développement des partenariats, des partenaires multiples, ce que la CEPEM aussi avait vraiment beaucoup démontré, vraiment de multiplier les partenariats pour avoir donc beaucoup plus d'opportunités, d'appui, de financement, d'expertise aussi, de transfert de compétences. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on a pu retenir de ces trois panels-là. Je pense que si on peut ouvrir les débats en attendant que Madame donc Denise Ndou puisse nous rejoindre. Je suis là. Allô? Ah, d'accord. En fait, j'ai des gros problèmes de connexion. Donc là, je suis passée sur mon téléphone portable avec la 4G. D'accord. OK. Voilà, je suis désolée. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu. Oui, j'ai suivi, j'ai tout suivi. J'avais déconnecté la vidéo pour pouvoir avoir le son. Et donc, si vous pouvez, donc avant qu'on passe au débat, et je vais vous vraiment, il est 11h21, nous avons jusqu'à 11h30. Il faudrait qu'on donne au moins quelques minutes, une minute aux différents participants pour les débats, pour les questions. Donc, je vais vous donner peut-être 3 minutes pour essayer de voir, vous, en fonction de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous voyez comme perspective que Saine Finance pourrait faire en matière d'encadrement et de financement de l'économie sociale et solidaire. Quels sont les défis que vous voyez aujourd'hui? Quel partenariat ou quel rôle pourrait-il y avoir, notamment et particulièrement avec les collectivités territoriales? Donc, Madame Fatou Desisdour, donc administrateur de Saine Finance, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Bonjour et merci pour l'invitation. J'ai vraiment suivi toutes les présentations qui étaient très intéressantes et pertinentes. Juste brosser rapidement, nous, ce que nous faisons, nous sommes une fondation d'utilité publique donc sénégalaise, et notre appui et notre accompagnement pour les acteurs de l'ESS se fait non pas en finançant directement des projets, mais en ayant plus une stratégie de grossiste, on va dire, parce qu'on intervient à travers le refinancement d'institutions de microfinance, donc les systèmes financiers décentralisés, comme on les appelle au Sénégal, auprès desquels nous mettons en place des lignes de crédit qui leur permettent donc d'appuyer, eux, leurs membres et bénéficiaires qui, pour la plupart, sont des opérateurs économiques du secteur informel. Nous appuyons également techniquement ces institutions et leurs membres, donc les bénéficiaires de crédit, à travers de l'accompagnement dans la définition de leur business plan, des formations, voilà, des performances sociales pour les institutions de microfinance. Ça, c'est vraiment en ramassé pour dire ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce qu'on retient en termes notamment de défis à relever, c'est que
la demande est largement supérieure à l'offre. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais on a encore vraiment un gros creuset à remplir en termes d'offres de financement, et surtout d'offres de financement adaptées à cette cible particulière, et notamment les femmes et les jeunes qui interviennent dans ces secteurs de l'ESS. Il y a également le problème, je pense que Mme Samb en a parlé tout à l'heure, du cadre juridique et institutionnel qui est aujourd'hui en train d'être résolu. En tout cas, on espère, parce qu'il y a une dynamique qui est mise en place par les autorités, notamment le ministère de l'économie sociale et solidaire, pour la mise en place d'un cadre juridique et d'une lettre de politique sectorielle. Parce qu'on est souvent confronté notamment à la définition même de l'entreprise sociale. Et comme défi, ce serait bien de pouvoir mettre en place ce cadre institutionnel et de pouvoir créer une sorte d'agrément qui puisse caractériser les entreprises sociales et entreprises solidaires pour qu'on sache exactement si nos actions, en tout cas, entrent dans le cadre de la réponse à ce secteur-là. Également, on parlait ce serait bon de pouvoir renforcer, en tout cas, les partenariats publics et entreprises de l'économie sociale et solidaire, et également d'avoir une plus grande implication des collectivités territoriales. Ça, c'est en gros les problèmes aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés. Et en termes de perspective, donc au-delà de la mise en place d'un cadre légal et réglementaire, une plus grande implication des collectivités territoriales serait vraiment la bienvenue avec la création. Il y a déjà les incubateurs au niveau de Dakar, mais on sait que nous, on intervient beaucoup en milieu rural et périurbain. Donc, quand on va dans les autres collectivités territoriales, peut-être qu'il serait vraiment opportun de pouvoir répliquer le modèle de la CPEM auprès de ces autres collectivités territoriales, et qui est aussi une plus grande articulation entre les structures de financement, notamment les institutions de microfinance et ces collectivités territoriales-là. Et un renforcement, en fait, d'une manière générale de l'écosystème, des écosystèmes territoriaux serait vraiment la bienvenue pour pouvoir coordonner et mettre en place une dynamique transversale qui pourrait développer et favoriser le potentiel local qui est là, mais qui ne cherche qu'à être exploité et développé. En gros, Isabelle, comme j'ai vraiment que quelques minutes, voilà les quelques points que je voulais apporter. Et on pourra continuer peut-être lors d'un autre échange de manière plus exhaustive. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dour. Donc, nous avons fait le tour des intervenants. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si nous avons des participants qui se sont déclarés pour les débats. En tout cas, on peut dire que cette session était très intéressante. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me signaler? Je ne le vois pas, en tout cas, dans la conversation Zoom. Je ne vois pas de demande de... Moi, j'ai une question, si je peux enchaîner avec. Ah, d'accord. Alors, vous êtes la première, donc, débatteuse. Allez-y, donc, Madame Dour. En fait, c'est un petit peu en continuité avec ce que je disais tout à l'heure. Ma question s'adressera surtout à Madame Samb et Monsieur Jay pour le FODEM et CPEM. Bon, donc, vraiment, on a apprécié les interventions. Je voulais, parce que nous, ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés, j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur leurs sources, en fait, de mobilisation de ressources financières, parce que ça fait partie des limites souvent auxquelles font face les collectivités territoriales pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Et ma deuxième question, c'était quand on sait aujourd'hui effectivement les difficultés qu'ont les femmes, les jeunes pour tout ce qui est financement, encadrement dans le reculé du Sénégal, et qu'on voit les expériences qui sont développées au niveau de la municipalité de Dakar, est-ce qu'il y a
des initiatives déjà de partage d'expériences qui ont été initiées et des perspectives de duplication, en tout cas, de ces modèles-là dans les autres municipalités. Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Très bien. Donc, Madame Samb, la question donc, est au fauteuil. Donc, si vous pouvez donc rapidement répondre à la question avant qu'on puisse faire la synthèse en attendant qu'on voit d'autres. Madame Samb? Merci beaucoup, Madame Dien, Madame la modératrice. Pour répondre rapidement à Madame Denise, que je salue au passage, la première source de financement nous vient d'une subvention de la ville de Dakar. C'est vrai que nous sommes en partenariat pour le FODEM, en tout cas. Les sources de financement nous viennent principalement de la ville de Dakar. Pour la CPM, je laisserai le soin peut-être au président de compléter, parce que nous sommes en partenariat avec la ville de Montréal, avec l'Association internationale des maires francophones. Je pense qu'il pourra peut-être compléter sur cet aspect. La seconde question pour Madame Denise, c'est le partage. J'ai cité tantôt dans mon exposé que nous travaillons avec les Nations Unies sur un plan local de développement avec le RACTES. Malik est là, certainement, s'il a envie de compléter lui également, il pourra le faire. Parce qu'avec le RACTES, nous sommes en train de mettre en pratique toutes les synergies qui vont dans le sens de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler sur un plan qui nous permettait de répliquer le modèle du FODEM et de la CPM au niveau d'autres collectivités territoriales. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Oui, je vais peut-être ajouter effectivement. Donc pour la CPM, bonjour Denise, ça fait vraiment plaisir, bonjour. Madame Nour, de vous avoir. Donc concernant la CPM, effectivement, nous avons aussi presque le même modèle. Nous avons pour le moment une source de financement qui est la ville de Dakar et le partenaire principal qui est l'AIMF. Mais je dois dire effectivement, préciser que l'initiative de la CPM, son originalité, que c'est la première collectivité territoriale à porter un projet d'encadrement des jeunes en matière d'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est la plateforme d'initiative locale, c'est la ville qui l'a créée et c'est un modèle assez innovant. Donc, nous sommes, comme on dit, innovateurs et aujourd'hui, on crée des possibilités. Principalement, aujourd'hui, la source de financement qui nous a permis de travailler sur les premières promotions, c'est l'AIMF qui a donné une subvention complétée par la ville de Dakar. Et cette subvention permet d'octroyer aux jeunes, à la fin de leur formation, un levier financier, comme vous le savez. Avec l'École des entrepreneurs du Québec, par le truchement de la ville de Montréal, donc nous avons également un renforcement, un peu qui nous permet de suivre les activités de l'École des entrepreneurs du Québec, qui met en valorisation son expertise grâce à des formateurs. M. José est en ligne avec l'équipe. La ville de Montréal met également en valorisation ses compétences avec Seynabou Amika, des conseillers en communication, en planification. Tout cela est valorisé. La ville de Dakar met également en valeur ses expertises à travers toutes les directions de la ville qui sont intéressés. Et la question principale avec l'AIMF, c'est qu'effectivement, vous avez bien raison, Madame Dou, il faudrait qu'on cherche à dupliquer ces modèles-là. Je suis très heureux de voir sur le chat qu'il y a des maires qui sont en ligne. Je voudrais saluer particulièrement M. Omar Ba, le maire de Diop qui est là. Nous avions tout à l'heure le conseil technique du ministre de la décentralisation qui a dû quitter pour des raisons et également le maire de Ngouniane qui est représenté. Alors pour l'AIMF, la réplicabilité du modèle est assez importante. On commence avec Dakar. Comme vous le savez, Dakar est quand même plateforme leapfrog, comme on dit, assez innovateur. Mais nous voudrions chaque fois que nos expériences à Dakar puissent bénéficier aux autres collectivités. Dakar est capitale, ce n'est pas pour rien. Dakar est membre de l'AIMF, qui est un réseau de partage. Et nous cherchons également aujourd'hui, à travers la CPM, à modéliser ce que nous faisons, à l'encadrer et à pouvoir le partager avec tout le monde. Je dois dire tout de suite que nous avons beaucoup d'intérêt, des villes comme Saint-Louis, comme Ziguinchor au Sénégal, et des villes de la sous-région qui sont quand même intéressées à travers l'AIMF, c'est des villes francophones. Notre lien avec Montréal nous permet de renforcer davantage notre modèle et de pouvoir le partager. L'expérience est partie avec la mise en place ou l'étude des besoins par M. Alassane Lo, qui est connu, qui est un expert en création d'entreprise, qui a modélisé un tout petit peu, qui nous a aidé à mettre en place cette expertise. Et aujourd'hui, tout l'écosystème dakarois converge un peu vers la CPM et c'est le rôle de la ville de fédérer toutes les initiatives, toutes les pratiques, toutes les expériences pour offrir vraiment un accompagnement. C'est la raison pour laquelle, Madame Dour, on vous l'a dit assez souvent,
au-delà même du RACTES, au-delà vraiment de l'économie sociale solidaire, c'est aujourd'hui la contribution de tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial dakarois pour permettre à la ville de jouer son rôle de développement économique, d'employabilité des jeunes. Et je suis fier d'annoncer aujourd'hui que nous sommes très ouverts et c'est bien parce que nous avons déjà travaillé à l'interne pour modéliser. Et aujourd'hui, c'est les partenaires qui viennent vers nous, que ce soit des partenaires techniques des grandes entreprises telles que la Sonatel, des entreprises par exemple, de la finance, telles que la BIS, la UBA avec qui nous travaillons, mais également l'écosystème avec Enablis, avec la CETIC et avec Innov qui est un réseau d'entrepreneurs et également les participants comme les entrepreneurs et professionnels du Canada et également avec le truchement d'autres partenaires comme M. Teola, des partenaires financiers. Et nous avons même, je dois le dire, à Mme Rokiatou Madougou, qui est ancienne garde des Sceaux ministre au Bénin, qui nous a fait une conférence dernièrement sur son livre qu'elle a publié, Soigner les certitudes, qui pousse un peu à l'esprit entrepreneurial, au développement d'esprit entrepreneurial des jeunes. Donc, simplement pour confirmer vraiment, Mme Dou, ce que vous avez dit, aujourd'hui, le modèle de la CFM, l'objectif, in fine, c'est de pouvoir le modéliser et le partager avec les autres collectivités territoriales, donc du Sénégal, de la région et également même du monde francophone. Mais la ville de Dakar joue un rôle assez important et je dois en profiter pour remercier Madame la maire de la ville de Dakar parce qu'au-delà même de l'AMF, aujourd'hui, dans le budget de la ville de Dakar, nous cherchons des contributions qui permettent de renforcer nos capacités financières. Nous avons tout l'accompagnement, toute la plateforme de la ville de Dakar à travers les conseillères, le personnel de la ville de Dakar, les directions de la ville de Dakar, le centre de formation municipal qui est à notre disposition, l'espace d'incubation équipé qui est à notre disposition, mais la ville de Dakar tire une partie de son budget pour contribuer également au développement de la CPM. Voilà ce que je voulais ajouter comme complément d'information. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Je crois qu'il y a une question en tout cas particulière qu'avait posée aussi Mme Fatou Denise Ndour. C'est justement comment, en tout cas, arriver à caractériser vraiment l'économie sociale et solidaire dans ce cadre-là d'entrepreneuriat et d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, comment amener aussi toutes ces initiatives qui sont dans l'entrepreneuriat général, dans le financement en général, disons classique, mais vraiment, je pense que là, on a justement cette opportunité pour vraiment davantage caractériser qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale et solidaire et comment les financements vont vraiment être dans ce sens-là. Je me rappelle juste une petite anecdote. Quand nous avions fait notre séminaire, vous aviez l'impression tous que vous faisiez de l'ESS sans le savoir, comme donc dans le Molière où on faisait de la prose sans le savoir. Donc, c'est un peu ça, que la communication et la formation, vraiment, toutes ces actions soient centrées beaucoup plus particulièrement sur l'économie sociale et solidaire. Et l'AIMF peut être aussi donc un fort levier de communication. Je vais passer la parole à Maïmouna, si vous permettez, j'ai juste un complément d'information. Je ne veux pas que ça m'échappe parce que c'est une interpellation. Nous avons Mme Dour. Je voulais dire qu'au niveau de la CPM, nous avons entamé une réflexion peut-être pour passer à un mode de PPP. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons sur place constaté qu'il n'y a pas de fonds de financement avec une participation privée. Alors, on s'est dit, Mme Dour, c'est peut-être une piste de réflexion. Est-ce qu'il est possible de mettre en place un fonds qui serait financé par le public et le privé pour l'accompagnement des entrepreneurs? Et c'est une réflexion que nous avons commencée. Nous avons fait un papier, Mme Samb et moi, là-dessus. Et également, c'est aujourd'hui ce que nous voulons. On voudrait peut-être interpeller, ne serait-ce que dans le cadre de leur rôle de RSE, donc des entreprises, responsables sociales d'entreprises, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des entreprises qui pourraient participer à la mise en place d'un fonds de financement des jeunes et lequel fonds aurait une participation aussi bien du public que du privé. Et nous devons dire que déjà au niveau de la ville de Dakar, Mme le maire est sensibilisée. Je pense que la ville de Dakar peut donner un bon exemple si aujourd'hui on arrivait à mobiliser certaines entreprises par le truchement de RSE avec des contributions, que ce soit de l'État, que ce soit également des collectivités, pour mettre en place qui permettrait d'accompagner encore les jeunes plus par des financements aux activités. Voilà ce que je voulais ajouter. Je ne voulais pas que ça échappe à la discussion. Merci beaucoup, Président. Donc, s'il n'y a pas de truc, peut-être on peut donner la parole à M. Malik Diop, s'il est là, pour peut-être ajouter à M. Mamadou Fani. C'est là? Oui, nous avons une demande d'intervention, une question? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vraiment, je voudrais vous présenter toutes mes excuses. Je suis le conseiller technique du ministre de la
Encore une fois, je voudrais présenter mes excuses pour vraiment le retard. Mais cela n'est pas de notre volonté parce que vous connaissez l'actualité chez nous. Nous sommes en plein dans la campagne électorale et donc ce n'est pas facile pour nous de nous détacher. Alors donc, madame, je voudrais dire qu'au niveau de l'ESS en Côte d'Ivoire, nous avions déjà engagé une procédure qui consiste donc à élaborer un arrêté ministériel pour donc proposer, n'est-ce pas, au gouvernement ivoirien de la mise en place de l'économie sociale et solidaire en Côte d'Ivoire. Je vous assure que vraiment, il y a vraiment beaucoup de mobilisation autour de ce projet parce que nous estimons que ce sera une plateforme qui va permettre donc à notre jeunesse d'être au rendez-vous de la grande employabilité dans notre pays et qui va peut-être apporter un soutien, n'est-ce pas, comment on appelle ça, au défi afin de relever, n'est-ce pas, l'économie ivoirienne. Et donc, nous travaillons dans ce sens-là. Mais pour nous, ce qui a été important, c'était d'abord d'élaborer, n'est-ce pas, un cadre réglementaire et institutionnel. Et nous, en tant que pouvoir public, c'est ce que nous sommes donnés comme moyen pour, n'est-ce pas, tenter de mettre ça en place. Mais malheureusement, nous sommes dans une affaire. Nous sommes dans une situation un peu, comme vous le savez très bien, et donc après les élections, je pense bien que les choses seront encore plus visibles et nous allons essayer de travailler, n'est-ce pas, sur ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Donc c'est ce petit briefing que je voulais faire et vous vraiment souhaiter en tout cas beaucoup de courage parce que franchement, ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a la sensibilisation que nous allons continuer à faire au niveau de la collectivité locale, parce que les collectivités locales doivent pouvoir porter ce projet. Parce qu'ils sont à corps à corps, si vous me le permettez, ils sont à corps avec la population. Et nous pensons que vraiment le projet sera vraiment le bienvenu chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, je voulais vous encourager et encore demander la permission parce que vraiment, on a beaucoup de choses à faire en ce temps et donc c'est pas facile. Vraiment, merci. Nous sommes très heureux de recevoir nos cousins ivoiriens. Donc, merci beaucoup d'être là et ça nous fait davantage donc communiquer sur l'économie sociale et solidaire, sensibiliser et essayer donc que beaucoup plus de pays, de villes, en tout cas, adoptent ce nouveau modèle économique beaucoup plus inclusif, participatif et redistributif en matière de richesse. Et c'est je pense. Donc, toutes ces expériences-là sont toujours à voir, que ce soit les expériences de Saine Finance, où tout le monde demande comment les regarder et les poursuivre avec les lunettes de l'économie sociale et solidaire, qui est vraiment quand même différente de ce qu'on appelle donc l'économie classique. Voilà, je ne sais pas si Malik Diop, donc coordonnateur du RACTES, peut nous donner un petit mot donc en complément de différentes questions. Bonjour. Voilà. Après ça, je pense que nous allons conclure, car il est déjà 42, mais je voulais quand même te donner la parole pour essayer de conclure un peu sur cet intéressant et à bâton rompu. Alex, c'est à toi. Oui, bonjour Maimouna. Excusez-moi, je faisais un peu le pied de grue parce que il y avait une autre réunion aussi que je devais lancer avec le RFLA, donc avec le CGLA, voilà, avec le maire Cheikh Gueye. Donc, mais j'ai suivi les questions, les débats, les présentations. Je pense que tout ceci rentre dans la logique que le RACTES a initié depuis 2 ans, je pense, et avec la ville de Dakar, avec les maires qui se sont connectés, qui ont partagé. Les différentes interventions ont beaucoup montré qu'il faut davantage articuler les stratégies locales, parce qu'on a beaucoup d'initiatives un peu disparates qui font des choses très intéressantes, mais qui restent dans leur coin, et que nous devons et nous avons l'ambition de fédérer l'ensemble de ces initiatives, pour mieux impacter la politique publique. Et je pense que c'est important que le RACTES travaille là-dessus, et qu'aujourd'hui, le cadre juridique commence à être assaini, comme le disait un peu Madame Denise. Voilà,
sectorielle. Nous acheminons vers une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire et nous félicitons amplement Madame Samb, la directrice de l'encadrement et de l'économie sociale et solidaire au niveau du ministère et le ministre même, la ministre Zahara, et que je pense que nous devons encore continuer la réflexion, continuer à échanger, continuer à mutualiser nos efforts, à mutualiser nos stratégies locales pour impacter au niveau de la gouvernance des territoires, mais aussi impacter au niveau national avec un ministère dédié. Je pense que voilà, tout ce processus devrait permettre un peu de mobiliser beaucoup plus de financement, d'encadrement, d'orientation, de soutien aux organisations d'économie sociale et solidaire pour permettre un peu à ce qui s'implique davantage dans l'économie nationale et dans l'économie mondiale. Voilà un peu ce que j'ai retenu un peu de cet échange-là. Merci beaucoup, Malik. Merci et félicitations à vraiment tous nos panélistes. Mes excuses pour ceux qui ont pu parler moins que les autres à cause du temps qu'on avait aussi un peu court puisqu'on a démarré un peu en retard. En tout cas, ce qu'on peut retenir vraiment principalement, moi je dirais presque un seul mot-clé pour cette session et les différentes recommandations et perspectives. Le premier, c'est vraiment l'importance du réseautage et du partenariat que je pourrais résoudre dans une formule que c'est l'union qui fait la force. Donc, c'est ça déjà qui est vraiment ma première impression. Et la deuxième, qu'il faut continuer en tout cas à forcer vers la modélisation, vers des lois qui nous permettent davantage donc d'imposer ce nouveau modèle économique beaucoup plus participatif et inclusif, et avec l'importance de l'appui des villes, car les acteurs de l'économie sociale sont une chose, mais il nous faut absolument l'appui des collectivités territoriales pour impulser, donc depuis la base, donc cette dynamique d'économie sociale et solidaire. Je vous remercie tous. Je m'excuse peut-être pour le temps qui nous a pas permis de tout dire, mais on va se retrouver tout de suite dans l'autre session avec notre collègue Sergueï et poursuivre cette réflexion. En tous les cas, merci à tous, merci à tous les participants, merci à nos amis aussi de la Côte d'Ivoire qui nous ont retrouvés, merci à tous les RACTES au GSF, donc le Canada, depuis la Corée, depuis Mexico et tous les autres pays qui sont là, et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Malik. Merci, Ege. Merci, José. Et le travail continue. Merci beaucoup.